Bonjour, merci d'être là. Welcome to our presentation. Je tenterai d'être le plus clair possible pour ceux qui se font traduire cette présentation. Alors, bienvenue. Mon nom est Jean-Pierre Lefebvre. Je suis le responsable du service de la reconnaissance des acquis expérientiels à la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal. Alors, comme vous pouvez voir le titre, suivez le guide, Follow the Guide. J'ai voulu vous présenter un peu notre histoire depuis les 2 dernières années sur l'implantation de ce nouveau service. Donc, ma partie sera plus générale, tandis que la partie de ma collègue sera plus technique, plus micro, et elle se complétera avec la mienne. Alors, on a voulu vous décrire notre périple pendant ces 2 dernières années. On va utiliser la métaphore du voyage. Sans plus tarder. Alors, entreprendre un processus de reconnaissance des acquis, c'est comme entreprendre un voyage vers une nouvelle destination. On guide les gens, on l'assure que tout se passe bien, et lorsqu'on est arrivé il y a 2 ans à l'Université de Montréal, on était pour nous-mêmes des voyageurs et on avait une destination à connaître. Alors, avant notre arrivée en 2012, le voyage de la reconnaissance était perçu comme long et complexe. Aujourd'hui, notre pari est double. Rendre le voyage plus facile en donnant des choix à l'étudiant et donner le goût de réaliser son voyage jusqu'au bout. Mais, comme tout voyageur, il faut connaître le pays dans lequel on est. Alors, de quoi est composé le pays de la FEP? Quelles sont ses ressources? Premier item, la population de la FEP. De quoi elle est composée? Elle est composée de responsables de programme, chargés de cours, une direction, avec une vision d'un service rigoureux. Comment est fait le pays de la FEP? Près de 30 programmes différents, avec des mentalités et des besoins très divers sur la reconnaissance des acquis. Donc, une grande dispersion de perception. Le PIB du pays de la FEP, un budget limité, des services qui visent l'autofinancement et des frais qui sont associés à ce service. L'habitat, qui sont les habitants de la FEP? Essentiellement, c'est un programme qui était basé sur un accompagnement plutôt faible. Le guide qui était prescrit était long et complexe. Et généralement, les étudiants le rejetaient. Alors, quoi faire? Il fallait donc créer une destination plus invitante. Et c'est pour ça que nous avons trouvé une nouvelle destination que nous appellerons pour l'instant le pays du SRAE. S-R-A-E. Et comment avons-nous entrepris ce voyage? Alors, lors de notre arrivée, on a décidé de faire moins d'étapes pour l'étudiant, 3 étapes seulement, d'accentuer notre travail sur un accompagnement personnalisé, d'offrir un document de synthèse qui vous sera présenté dans la 2e partie, d'offrir des questionnaires d'autodiagnostic pour bien se situer et, évidemment, avoir la possibilité de choisir son moyen d'évaluation. Alors justement, quel sera ce moyen que nous nommons ici moyen de transport, toujours par métaphore? Est-ce que ça sera une entrevue, une grille d'observation, un examen synthèse, une recherche, un portfolio, une épreuve pratique ou une simulation? Nous avons opté pour le portfolio et l'épreuve de reconnaissance. Alors, le portfolio, c'est essentiellement un récit de situation de travail, une synthèse de ces méthodes de travail. Alors, le principal travail que nous faisons avec les étudiants,
c'est cela, les accompagner dans ce travail. La deuxième possibilité de vérifier leurs compétences, leurs acquis, c'est une épreuve de reconnaissance qui est une adaptation pratique de l'épreuve du cours. Alors, on parle ici d'études de cas, simulation, mise en situation, toujours inspiré du milieu professionnel. Alors, à partir de ce voyage, comment avons-nous composé la nouvelle destination? Alors, vous avez sur un seul tableau toutes les étapes par lesquelles un étudiant doit passer. À votre gauche, je commence à me demander, est-ce que je suis capable de faire cette démarche? Alors, nous l'outillons à trouver cette réponse. Deuxième étape, je m'inscris, j'ouvre un dossier, je débourse 90 $. À la troisième étape, je monte ma trousse, CV, lettre d'employeur, etc. À la quatrième étape, une étape cruciale, je choisis ou je précise mes choix de cours. Quels sont les cours sur lesquels je vais être évalué? Est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour entreprendre cette démarche jusqu'au bout? Alors, la fonction conseil, la rencontre individuelle est très importante. La cinquième étape, je débute mon portfolio ou j'entreprends de réaliser une épreuve. C'est à mon choix. Alors, ici, il y a une recherche, il y a une préparation, il y a une rétroaction. Nous sommes un peu des guides de voyage. Et enfin, la dernière étape, mon dossier est évalué. Je le dépose à l'évaluateur, je reçois une recommandation et j'ai des frais, dont vous voyez le montant à l'écran. La note qui apparaîtra s'il y a succès est EXE, pour exemption. En conclusion, si jamais un jour vous entreprenez de démarrer un service de reconnaissance des acquis, j'aimerais vous partager quelques-unes de mes leçons de vie. Premièrement, pour entreprendre un voyage comme celui-ci, il faut composer avec la culture du pays d'accueil. Il ne faut pas tenter de la changer, il faut composer avec. Il faut assurer des gains aux habitants dans le pays de ce pays d'accueil. Donc, pour notre part, ce sont les responsables de programme. Ce sont eux nos premiers intervenants. Ensuite, assurer une présence et guider pas à pas l'étudiant. Un service de reconnaissance des acquis a besoin d'un accompagnement personnalisé. Quatrièmement, il faut être clair sur les attentes, autant avec ses intervenants internes qu'avec l'étudiant. Chaque personne a une perception différente de ce que va donner le résultat de cette démarche. Alors, c'est important de mettre les choses bien au clair. Ensuite, il faut lui donner le goût de l'aventure, parce que faire une démarche de reconnaissance est une aventure, est un voyage en soi. Qu'allons-nous découvrir au bout? Difficile de le savoir. Et comme avant-dernière leçon, le préparer pour la prochaine étape. Je crois que un des éléments les plus importants, c'est qu'à chacune des étapes, on revienne sur la prochaine étape, de façon à lui expliquer exactement ce à quoi il doit s'en tenir. Et enfin, lui donner des outils déjà préparés pour l'accompagner. Ceci clôt ma partie de la présentation. Je ne voudrais pas vous laisser sans reste, car je suis persuadé que dans la salle, il y a des fans de statistiques. Alors, j'aimerais vous présenter un peu le bilan des 2 dernières années à notre service de la faculté. Vous avez à votre gauche l'année d'implantation que nous avons appelée le projet pilote. Nous avons eu jusqu'à 65 dossiers de demande.
pour une moyenne de 2,5 cours par demande. Il faut savoir que chez nous, on peut demander jusqu'à 5 cours par certificat en exemption de cours par reconnaissance. Donc, une possibilité de 50% du programme. À la fin de cette année 2013-2014, nous avons évalué 14 dossiers, dont la plupart ont été déposés par portfolio. À votre droite, c'est l'année en cours, 2014. Nous avons 45 dossiers en activité, un seul dossier évalué jusqu'à présent. Nous avons ouvert les cours, plus de 130 cours sur une possibilité de 303, sur lesquels nous allons développer de l'instrumentation. Nous avons développé plus de 260 outils d'évaluation jusqu'à présent. Le nombre d'épreuves est au nombre de 17 pour l'instant. Le temps utilisé pour un étudiant pour compléter son portfolio se situe entre 10 et 20 heures. C'est notre expérience jusqu'à présent. Le temps moyen d'un spécialiste pour évaluer un portfolio est de 1,5 heures, ce qui est relativement court, et le temps moyen du spécialiste pour évaluer une épreuve est de 2 heures. 90% de nos candidats sont des femmes, et enfin, comme je le disais tout à l'heure, les cours demandeurs de reconnaissance, c'est une moyenne de 2,5 cours par personne. Alors, je ne voudrais pas vous laisser sans statistiques, j'espère que j'ai satisfait votre appétit. Si vous avez des questions, even in English, I'll be glad to answer it. Thank you. Une année. Parce que les gens ont abandonné. Oh, pardon. Oui, la question était, en 2013-2014, il y avait 65 dossiers, 14 d'évalués, mais où sont donc les autres? Alors, malheureusement, ils ont abandonné. Voilà. Est-ce qu'on connaît les raisons des abandons? Je dois vous avouer que nous en avons qu'une partielle réponse. Je n'ai pas fait d'études proprement dites. Cette année, il y aura des moyens de suivi plus précis, mais je vous dirais qu'essentiellement, les raisons qu'on m'a dit, ce sont, il y en a deux. Il y en a une qui est une date limite que nous avons mise de l'avant pour le projet pilote. Donc, avant cette date, les gens devaient déposer leur dossier. Plusieurs n'y ont pas réussi pour toutes sortes de facteurs. Mais un des facteurs principaux, c'est la perception d'un trop long travail versus suivre le cours. Alors, notre expérience prouve que c'est beaucoup moins long que suivre un cours, mais la perception des étudiants est inverse. Autre question? Merci. Oui? Je disais que le résultat est expliqué en exemption. Donc, dans le fond, la question, c'est en quoi le processus est différent d'un étudiant qui s'en va faire une demande d'exemption, comme ça se fait de façon, je pense, assez fréquente dans la faculté. Pourquoi quand vous présentez tout le monde demande une exemption, là, il y a un processus d'analyse qui se fait, peut-être moins lourd que celui-là. Alors, oui, à résumer l'intervention en disant qu'il y a déjà dans les règlements pédagogiques, les règlements universitaires, un processus d'exemption de cours qui existe. Alors, pourquoi utiliser une démarche perçue comme plus rigoureuse ou plus longue? Bien, je répondrai de la même façon, c'est que justement la démarche d'exemption, elle est
non rigoureuse actuellement au sens large, elle est très disparate et elle n'est surtout pas documentée. Alors, ce qu'on veut pallier, c'est justement ces trois éléments. La rigueur de l'évaluation, la documentation qui permet de retracer les acquis et pour le présent et pour le futur. Et le troisième item, c'est de faire en sorte que la transparence et l'équité soient évidentes. Parce qu'on sait que par le passé, il y a des expériences qui me sont venues aux oreilles d'exemptions, disons, plutôt douteuses. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a des interactions avec les ordres professionnels? Nous en sommes au balbutiement dans notre cas. Alors, je vous dirais que le seul ordre avec lequel j'ai entrepris des contacts, c'est l'ordre des traducteurs et traductrices du Québec, pour l'instant. Mais il y a du travail dans ce sens-là. Ça va? Merci beaucoup. Je vais céder la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Magali Marceau, je suis conseillère à la Faculté de l'éducation permanente dans le service de reconnaissance des acquis. Donc, pour cette deuxième partie, donc nous proposons 3 outils d'évaluation au sein de la faculté. Je vais parler plus particulièrement de 2 de ces outils. Le premier qui est le portrait de ces acquis et le second qui est le portfolio sur lequel je vais m'étendre un petit peu plus. Je parlerai également de quelques conseils que nous proposons aux étudiants pour les aider à valoriser leur expérience de travail. J'insisterai également, car c'est vraiment important pour nous, du travail de collaboration que nous menons avec les responsables de programme. Et je parlerai enfin à la fois des défis que nous rencontrons et des futurs projets que nous menons pour notre faculté. Alors pour commencer, en général, quand un étudiant s'adresse à nous, la question principale qu'il se pose, c'est « Mon expérience est-elle suffisante pour demander l'accréditation de ce cours spécifique ?» Donc le premier outil que nous leur proposons s'appelle le portrait des acquis. En fait, son objectif, ça va être d'aider l'étudiant à valider le choix de cours avant d'ouvrir un dossier et de s'engager dans un processus relativement long. Comment est-ce que nous construisons cet outil-là? Principalement, il va s'appuyer sur les objectifs d'apprentissage du cours. Il a 3 intérêts principaux. D'abord, c'est que c'est un formulaire qui, avec l'expérience, est relativement rapide à construire. Il nous faut à peu près une dizaine de minutes sur la base des objectifs d'apprentissage. Il est également relativement rapide à l'étudiant de le compléter. Il va lui prendre 5 minutes ou moins pour valider si le cours est pertinent pour lui ou pas. Et il a un autre intérêt, à peine inavoué, c'est que si l'étudiant se rend compte, en remplissant le formulaire, qu'il n'a pas le niveau, en ayant connaissance des objectifs d'apprentissage du cours, ça va être de promouvoir le cours et de lui donner l'envie justement de s'y inscrire. Pour vous montrer un petit peu comment se présente le premier outil, qui est donc le portrait de ses acquis, j'ai imaginé un candidat fictif qui est notre doyen, Christian Blanchette, que vous pourrez voir dans la présentation juste après, qui pourrait par exemple demander l'exemption du cours de gestion des médias publicitaires. Donc je vais vous proposer un petit focus sur la partie centrale pour voir un petit peu plus précisément les modalités de réponse. En fait, pour chacun des objectifs d'apprentissage du cours, le candidat va devoir se demander s'il peut être capable de faire la démonstration. Par exemple,
s'il est capable de justifier l'importance des choix médias dans l'élaboration d'une stratégie publicitaire. Donc ça va vraiment cibler chacun des objectifs d'apprentissage du cours. Donc la personne, sur la base de son expérience, peut proposer plusieurs choix selon le degré d'aisance qu'il pense avoir sur l'objectif d'apprentissage. Et il a la possibilité également, sur la base de connaissances un petit peu plus théoriques, d'évaluer si oui ou non il possède en plus des connaissances qui vont lui permettre de corroborer sa démarche. L'objectif vraiment à cette première étape va être de pouvoir informer l'étudiant sur l'objectif de la démarche, qui va être vraiment de démontrer le lien entre sa propre expérience et les objectifs d'apprentissage de l'enseignement. Si l'étudiant nous dit à l'issue de ce questionnaire « Je suis suffisamment à l'aise pour démontrer que j'ai atteint les objectifs d'apprentissage du cours », là, il va pouvoir rentrer vraiment de plein pied dans la démarche et commencer à construire son portfolio que nous avons appelé principalement ce document, le tableau d'analyse comparative. Alors pourquoi comparatif? Parce qu'il va s'agir de comparer ses propres apprentissages avec les objectifs d'apprentissage du cours. Les 3 objectifs de cette démonstration et de sa rédaction vont être d'une part d'expliquer ses expériences, quelles que soient les origines de ces expériences, qu'elles soient professionnelles, communautaires, personnelles, de détailler également ses formations et ses lectures, que ce soit au collège, à l'université, des formations continues ou des ouvrages de référence, et également de déposer des preuves, qu'il s'agisse d'attestation d'emploi, de formation ou de réalisation. Pour vous montrer comment se présente un petit peu ce second document, donc il y a un ensemble d'informations qui permettent à l'étudiant d'indiquer son nom, qui permettent d'identifier le programme, de quel cours il s'agit. Et en bas, nous mettons également des informations sur quelle est l'origine du plan de cours et la date de la réalisation dans une perspective de mise à jour de nos outils. Donc en fait, plus localement dans le document, il reprend les objectifs d'apprentissage du cours et pour chacun des objectifs d'apprentissage, dans chacune des petites cases, la personne va pouvoir expliquer d'une part quelles sont ses expériences de travail pertinentes, quelles sont également ses formations et ses lectures qui peuvent être en lien avec chacun des objectifs d'apprentissage. Et enfin, il va pouvoir déposer des preuves qui vont pouvoir attester de l'atteinte de chacun des objectifs. Est-ce que éventuellement sur cette première partie, vous avez des questions ou est-ce que ça vous paraît clair? Donc, je vais continuer sur d'abord les conseils les plus fréquents que nous donnons aux candidats pour réussir leur démarche de reconnaissance. D'abord, s'ils demandent éventuellement, s'ils sont susceptibles de demander plusieurs cours, nous leur conseillons de commencer par le cours pour lequel ils sont le plus à l'aise et où éventuellement les objectifs d'apprentissage vont être les plus routiniers. Au sein de chaque cours, nous leur conseillons également de commencer dans la liste des objectifs par celui qu'ils pensent maîtriser le mieux. Souvent à ce niveau-là, d'ailleurs, nous leur proposons une entrevue pour travailler sur un ou quelques objectifs pour les aider à s'habituer à cette démarche. Souvent les gens, notamment les gens qui sont à l'université, sont habitués à expliciter les connaissances qu'ils ont acquises. Ils vont avoir souvent beaucoup plus de mal à expliquer ce qu'ils retirent de leur expérience professionnelle et quel est le savoir-faire qu'ils retirent de cette expérience. Donc pour cela, plus particulièrement, donc pour chaque expérience-situation,
nous leur proposons vraiment d'indiquer une description précise de cette expérience. J'aime beaucoup d'ailleurs l'expression de Jean-Pierre qui est de décrire une mini-histoire de cas. Éventuellement, s'ils en sont capables, nous leur conseillons de donner 2 ou 3 exemples pour chaque objectif. Alors pourquoi 2 ou 3 exemples? C'est que ça va leur permettre de démontrer la transférabilité de leurs acquis et également de montrer qu'ils sont capables de généraliser leurs apprentissages à plusieurs contextes. Souvent, ça va être un assez bon signe pour leur permettre de démontrer l'atteinte d'un objectif d'apprentissage. Également, au sein de chaque objectif, il va s'agir souvent qu'ils puissent préciser leur rôle. Par exemple, quelles sont les méthodes qu'ils utilisent, quelles sont les étapes d'analyse des situations. Est-ce qu'il leur est arrivé de rencontrer un problème et comment est-ce qu'ils ont réussi à résoudre ce problème? De manière plus générale, il va s'agir pour eux de montrer comment leur expérience leur a permis de s'améliorer au cours du temps. Donc ça, c'est plus spécifiquement pour la partie expérience. En ce qui concerne les formations, souvent, de manière générale, leur démonstration va consister à indiquer comment ils ont pu mettre à jour régulièrement leurs connaissances. Et enfin, au niveau des preuves, idéalement, il faut qu'ils puissent déposer des preuves les plus nombreuses que ce qu'ils peuvent arriver à réunir, et dans la mesure du possible, qu'elles soient vérifiables. Après la rédaction, souvent, nous leur conseillons d'essayer de vérifier pour chacun des objectifs d'apprentissage s'ils arrivent dans leur réponse à bien justifier le lien qu'il y a entre leur expérience et l'objectif d'apprentissage ou les formations qu'ils proposent et leur objectif. Donc ça, là-dessus, Jean-Pierre a également construit un questionnaire d'auto-évaluation qui leur permet, sur les différents points du questionnaire, de vérifier si, d'après eux, ils ont des chances d'atteindre ces objectifs d'apprentissage. Alors, je voulais insister plus particulièrement, car nous avons la chance de pouvoir collaborer avec les responsables de programme et vous proposer 3 exemples pour lesquels vraiment cette collaboration est particulièrement importante pour nous. Elle est d'abord importante, notamment pour identifier les compétences essentielles qui sont parfois implicites au sein du programme. Et ça, ce sont des éléments, c'est vraiment un défi pour nous, qui ne sont pas toujours indiqués localement dans chaque cours parmi les objectifs d'apprentissage. Comme exemple, je prendrai l'exemple du journalisme. En discutant avec le responsable de programme, souvent, il met en avant l'importance de la notion d'impartialité. Le problème de l'impartialité, c'est que c'est difficilement visible et démontrable assez facilement en tout cas. Donc ce qu'on essaye de voir avec eux, c'est comment identifier concrètement si l'étudiant peut atteindre cet objectif-là. Donc plus précisément, il va nous indiquer que par exemple, si l'étudiant est capable de s'appuyer sur des faits, s'il est capable de démontrer la rigueur de sa démarche, s'il a conscience de sa subjectivité, ou s'il est capable de faire preuve de démarche critique, ça peut être d'excellents points pour le candidat pour démontrer l'atteinte des objectifs. Le troisième, c'est que souvent, il nous parlait par exemple de la quête de vérité, mais là, on revient à un élément qui est difficilement mesurable. Notre objectif, souvent, quand le candidat commence à évoquer ces éléments-là, ça va être de l'aider à approfondir ces éléments d'apprentissage, justement. Un autre exemple que je voulais prendre, et qui est également un défi que nous rencontrons, c'est d'arriver à différencier les capacités d'analyse de niveau collégial et de niveau universitaire.
De la même manière, souvent, c'est un élément qui n'est pas toujours indiqué directement dans les objectifs d'apprentissage. Je vais prendre l'exemple du programme que la faculté propose en petite enfance concernant plus particulièrement l'apprentissage actif qui est enseigné aux futures éducatrices. Un exemple typique dans ce programme-là, c'est qu'un jeu ne va pas être simplement un jeu. C'est aussi l'occasion pour l'éducatrice, quand elle travaille avec les enfants, de pouvoir observer, par exemple, le développement cognitif, moteur, social ou affectif des enfants. Un exemple possible, par exemple, ça va être au moment de la collation, lorsqu'une éducatrice va, par exemple, distribuer des bananes en demandant aux enfants de les partager à part égale. La personne va pouvoir voir éventuellement au niveau numérique où ils en sont de l'atteinte de leurs apprentissages, éventuellement au niveau social et affectif, ceux qui vont rester en retrait, ceux qui vont avoir tendance à s'accaparer les bananes, ceux qui vont penser à les distribuer. Tout ce travail d'observation-là va être important pour une future éducatrice pour montrer le niveau d'acquisition qu'elle a atteint. Un troisième exemple où la collaboration avec les responsables de programme est importante, c'est également pour améliorer la présentation des objectifs pédagogiques. Je ne rentrerai pas dans le détail, pour ça nous nous appuyons principalement sur la taxonomie de Bloom, donc avec les différents niveaux d'apprentissage de la taxonomie. Je vais prendre un exemple, mais assez rapidement, d'un cours d'introduction à l'épidémiologie. Originairement, les objectifs d'apprentissage reprenaient principalement le verbe comprendre. Et éventuellement, le problème de comprendre, c'est que c'est vraiment un état interne et que c'est difficile de savoir comment démontrer qu'on comprend une notion. Donc là, éventuellement, nous faisons des suggestions aux responsables de programme qu'il va pouvoir valider. Donc là, par exemple, ça a donné comme résultats qui ont été validés le fait de démontrer qu'on est capable de reconnaître l'apport de l'épidémiologie, de différencier le rôle des études descriptives, d'expliquer la notion de dépistage ou de décrire le fonctionnement d'un système de surveillance épidémiologique. Donc ça va permettre plus facilement aux candidats de savoir comment démontrer ces apprentissages. Je voulais également vous parler des défis que nous rencontrons dans notre travail de conseiller, notamment parce que principalement nous ne sommes pas spécialistes des domaines auprès desquels nous intervenons. Un premier défi que nous rencontrons, particulièrement si on ne connaît pas le domaine, ça va être d'arriver à cibler les éléments pertinents pour les candidats et l'aider à améliorer son récit. Souvent, quand on n'est pas d'un domaine, tout nous paraît intéressant. L'important, ça va être de savoir à quel endroit du récit de l'étudiant on doit cibler pour l'aider à améliorer sa démonstration. Donc ça, c'est un premier défi que l'on peut rencontrer. À l'inverse, lorsqu'on est susceptible de mieux connaître le domaine, là, l'objectif, ça va être de ne pas trop indicer ces étudiants-là en particulier. Et souvent, un moyen que j'ai trouvé, c'est d'essayer de se concentrer plus sur la forme de l'argumentation plutôt que sur le contenu de la démonstration. Enfin, le troisième défi que nous rencontrons assez souvent, ça Jean-Pierre en parlait, ça va être tout au long du processus d'arriver à maintenir la motivation des étudiants. D'autres défis qui sont rencontrés là par les responsables de programme, ça va être souvent d'arriver, surtout pour les programmes assez importants où il y a beaucoup de cours, d'arriver à trouver au moins un spécialiste pour chacun des cours, à la fois pour l'évaluation des portfolios et également des épreuves. Et éventuellement, il peut y avoir un travail de sélection de la part des responsables de programme lorsqu'il y a plusieurs plans de cours qui sont disponibles. D'ailleurs, souvent, c'est
c'est le spécialiste qui va souvent indicer sur quel plan de cours nous allons choisir. Enfin, le responsable va choisir. Pour les évaluateurs, puis là je dois vraiment remercier Anne Pedersen pour sa préconférence d'hier, parce qu'elle a pu répondre à cette question-là. Le principal défi qu'il rencontre, ça va être d'éviter d'évaluer les candidats avec un niveau d'exigence plus élevé que ce qu'il ferait généralement avec des étudiants réguliers. Ça là-dessus, elle a répondu en disant que habituellement, dans la mise en place d'un service, c'est assez fréquent que les responsables et les experts demandent beaucoup de preuves, mais qu'avec le temps, ils vont habituer à savoir quelles sont les preuves les plus importantes dont ils vont avoir besoin. Donc c'est souvent quelque chose qui va se tasser avec le temps. Pour conclure, donc les projets que nous sommes en train de développer ou que nous allons bientôt développer, il va y avoir la poursuite du développement et la mise à jour de l'instrumentation. Donc, comme l'indiquait Jean-Pierre, nous avons à peu près 300 cours admissibles à ce jour. De continuer le développement des preuves en reconnaissance des acquis. Il va également y avoir certainement la mise en place d'un portfolio sur l'environnement numérique d'apprentissage de l'Université de Montréal, Studium. La proposition également de mini-ateliers de formation à la fois à l'attention des étudiants, donc pour les aider à rédiger leur portfolio, et à l'attention des évaluateurs sur justement comment correctement évaluer un candidat. Et enfin, un dernier projet que nous allons bientôt mener qui concernerait possiblement une reconnaissance globale ou un méta-tableau d'analyse comparative qui sera en fait lié à la reconnaissance de crédit, qui serait lié à l'atteinte d'objectifs d'apprentissage de blocs d'enseignement au sein de chacun des programmes. Je vous remercie de votre attention et je voulais également remercier l'ensemble des universités qui nous ont aidés à pouvoir recenser toutes les bonnes pratiques lors d'une enquête que nous avons menée en février 2013. Merci. Est-ce qu'il y a certains points sur lesquels vous voulez des précisions? Non, ça resterait de toute manière lié à un maximum de 10 crédits, de 15 crédits sur un ensemble de 30 crédits. L'idée du MetaTac, ça vient de la limite de notre processus actuel. Pour le moment, l'étudiant peut demander la reconnaissance de cours spécifiques. S'il arrive que l'étudiant ait acquis une expertise qui n'est pas rattachable à un cours particulier, mais qui s'insère dans les objectifs d'apprentissage du programme. Ça serait d'arriver justement à leur permettre de démontrer leurs acquis, mais sur d'autres choses que les objectifs d'apprentissage d'un cours particulier. Ça serait ça l'idée. Répète la question. Oui, alors effectivement, qui sont nos évaluateurs qui vont évaluer les portfolios des étudiants. Principalement, quand un portfolio est mené, nous le transmettons au responsable de programme. Soit il maîtrise suffisamment le contenu du cours, et à ce moment-là, comme ils sont plus habitués au processus, ils vont pouvoir l'évaluer par eux-mêmes. S'ils sont moins à l'aise avec vraiment la maîtrise de ce cours-là en particulier, généralement, ça va être transmis en premier lieu au chargé de cours. Et éventuellement, si le chargé de cours n'est pas disponible, là, il va voir dans son réseau qui est suffisamment compétent pour ce cours-là pour pouvoir évaluer le portfolio. Est-ce que ça va bien, ce système de chargé de cours et j'avais évoqué la différence qu'on peut avoir dans les pays.
Généralement, ils disposent de la même grille d'évaluation qui leur permet de cibler un petit peu quels sont les critères d'évaluation qu'ils peuvent utiliser. En général aussi, ils sont balisés grâce aux objectifs d'apprentissage. Si l'évaluation d'un étudiant régulier, je crois qu'il faut qu'il ait atteint 60% des objectifs d'apprentissage du cours. Donc en général, on leur demande d'utiliser ce même critère. Souvent, on va également leur demander de motiver, que leur décision soit positive ou négative, vraiment d'indiquer sur quels éléments ils prennent leur décision. Ça va être vraiment important également pour documenter le processus. Si l'étudiant est amené à faire un certificat dans une autre faculté ou une autre université, qu'on puisse transmettre le dossier et que la reconnaissance, le travail qu'on a fait avec l'étudiant puisse être reconnu à l'extérieur éventuellement. Souvent, ça va être réexaminé d'ailleurs. Non, effectivement, la démarche est souvent plus rigoureuse que ce qui est demandé à un étudiant régulier. En tous les cas, l'idée, c'est que là, l'étudiant va disposer de 15 heures pour faire la démonstration d'acquis. Dans un cours, on considère qu'un cours, il faut à peu près entre 130 et 150 heures pour compléter un cours. Donc ça va être quand même dans un petit laps de temps. Après, l'importance de la documentation, ça va être de pouvoir garder en archive et de pouvoir justifier sur quoi la décision a été prise en fait. Mais effectivement, c'est un processus qui est très rigoureux. Oui, non. Oui, monsieur. J'ajoutais un point d'information à ton point. Faut comprendre qu'un étudiant qui suit un cours, la rigueur demandée, celle qu'on connaît, c'est la réalisation de travaux, lecture, synthèse, examen. C'est à peu près le même système. La rigueur qu'on demande est différente, mais l'objet est différent aussi. L'objet, c'est soi-même. Sa somme d'expérience. Pour arriver à la démontrer, il faut de la rigueur, il faut une structure. C'est là-dessus qu'on appuie un peu notre démarche. Maintenant, si on le compare, comme disait Magali, à une somme de travail, on croit, par expérience puis par observation, que c'est moins lourd qu'une démarche académique classique. Mais la rigueur commune, si je peux dire, entre les deux, entre un cours en classe versus une démarche de reconnaissance, c'est la rigueur intellectuelle. Et c'est comme ça qu'on l'a traduit. La première, c'est est-ce que nous avons un e-portfolio? Ça va être justement un projet en cours. La deuxième question, c'était, si j'ai bien compris, est-ce qu'il y a une limitation dans la quantité d'informations ou de preuves que l'étudiant doit apporter? Non, il n'y a pas vraiment de limitation. Il nous est arrivé, notamment il est arrivé à Jean-Pierre, d'avoir un candidat qui arrive avec un carton de preuves à apporter, de réalisation. Après, votre troisième question, qui était vraiment pertinente, sur la pertinence des preuves que l'étudiant doit amener, comment est-ce qu'on évalue l'intérêt de ces informations-là? C'est justement à l'étudiant de faire la preuve du lien entre ce qui nous apporte comme information et l'atteinte de l'objectif du cours. Donc en fait, nous, en tant que non-spécialistes, ça nous serait très difficile d'évaluer la pertinence de l'information qu'il apporte. Mais ça va être à l'étudiant de démontrer ça, justement, et d'arriver à convaincre par la suite l'évaluateur. J'ai bien répondu à toutes les questions? Oui. Les évaluateurs? Effectivement, principalement, les évaluateurs, ça va être les responsables de programme en premier lieu, ou également les enseignants, enfin les chargés de cours de la faculté. Tout à fait. Bon. Bien, je vous remercie beaucoup. Enfin, nous vous remercions de votre attention. Merci.